Bonjour à tous et merci au Paraclet pour cette invitation. Ce qu'a pas dit Mariva, c'est que j'ai commencé par faire des études au Paraclet aussi. Donc que c'est là que tout a commencé et que j'ai commencé à m'intéresser à la typographie dans le milieu des années 90. Je vais... Aujourd'hui, je suis graphiste, je gagne ma vie en faisant des livres, des mises en page, des logos, des affiches, des dépliants, des sites internet. Mais le sujet dont je vais vous parler, c'est un autre sujet qui m'intéresse. C'est le caractère typographique en bois. Et donc, et notamment toutes ces affiches dont on ne parle pas beaucoup, qui sont les affiches typographiques. Parce qu'on connaît beaucoup d'histoires de l'affiche, et on ne parle pas beaucoup de ces affiches qui sont un peu des éphémères, comme celle-ci, qui est une affiche de 1866. Alors, les caractères typographiques en bois... c'est souvent un problème de tiroirs, et donc elles sont rangées dans les tiroirs ou bien elles sont perdues, brûlées, attachées au mur. Enfin, elles ont tendance à disparaître et à être un peu anonymes. Moi, je les récupère, je les tamponne, je les imprime. Et puis surtout, à force de m'y intéresser, j'ai trouvé un design particulier, une originalité qu'on ne trouve pas dans les caractères typographiques numériques qui sont aujourd'hui disponibles sur nos ordinateurs. Je vous en montre quelques-uns. Alors j'ai intitulé ça La disparition des géants parce que, en fait, le caractère typographique en bois, sa particularité, c'est souvent d'être très grand. Je vous ai amené quelques échantillons. C'est pas très visuel, mais ça montre un peu l'échelle à la taille d'une personne. Donc ça peut être très grand ou très petit. Hein, ça peut aussi faire cette taille-là. C'est pas très grand. Donc ça demande des grandes affiches et des tailles importantes. Alors une inconnue typographique. Donc je vais peut-être faire un petit rappel pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un caractère typographique. Donc souvent ils sont à l'envers. Ils s'impriment sur le papier. C'est le principe qu'a inventé Gutenberg du caractère mobile, de lettres qu'on assemble les unes avec les autres pour fabriquer des mots. C'est pas quelque chose qu'on utilise trop aujourd'hui. Alors les caractères en plomb qu'invente Gutenberg étaient surtout faits pour faire des livres, donc qui sont de petite taille, et ils s'assemblaient dans des casses par des gens qui étaient des lettrés, et le typographe étant quelqu'un qui connaissait à la fois l'orthographe et puis surtout le plan de casse. Ils sont souvent très petits, donc ça explique qu'on s'en servait pour faire des livres et de la mise en page, comme ici, un vieux livre de 1732, un dictionnaire. Mais le problème, c'est que pour faire des affiches, c'est pas très utile et on n'avait pas tellement de matériel à notre disposition. Donc on utilisait, surtout jusqu'à la Révolution, des caractères typographiques qui étaient fondus, eux aussi en plomb, avec des moules en sable. Et bon, la contrainte, c'est qu'on ne pouvait pas faire des lettres très très grandes. Et puis surtout qu'au bout d'un moment, c'était très très lourd. Donc la forme des lettres était au départ calquée sur les lettres de typographie de texte. Donc des caractères classiques tout bonnement. Alors ici, une affiche de la Révolution pour vendre les meubles de la reine avant qu'on lui coupe la tête. Ou ici, une autre affiche de la fin de la Révolution, vers 1800, où là, on voit très bien qu'on utilise à la fois des caractères typographiques qui sont proches des caractères qu'on utilise pour faire des livres, mais on utilise un peu de décoration pour
Alors les affiches ne sont pas très grandes, elles sont de l'ordre du A3, un petit peu plus grandes, 40, 60 pour les plus grandes, suivant qu'il y ait beaucoup de texte ou pas beaucoup de texte. Puis, vers le début du 19e siècle, on va avoir des caractères qui vont un petit peu s'épaissir. Mais toujours des caractères qui ne sont pas tout à fait adaptés. Puis surtout beaucoup de textes. Et puis, vers le milieu du 19e siècle, on va avoir l'arrivée de caractères gras. C'est l'invention du caractère gras. Parce qu'il a bien fallu l'inventer, celui-là aussi. Et donc, on va épaissir des caractères qui sont très à la mode à l'époque, qui sont des lettres filiformes avec des pleins qu'on va accentuer. Alors ici, une affiche de 1858, assez intéressante, parce qu'elle est bilingue. C'est le discours de Napoléon III quand il vient en Bretagne. Et on voit bien le caractère un peu épais qui est utilisé. Et puis, dans les années 1870, là, on sent déjà qu'on fait des affiches pour parler un peu plus aux gens et pas simplement pour annoncer des lois ou des avis. Les caractères s'épaississent. Alors moi, ça m'a toujours fasciné, ces caractères, avec ces E qui sont avec des empattements sur la partie centrale. Puis on y trouve aussi des choses complètement exotiques. Dans le Finistère, hein. C'est pas américain. Et donc le caractère va s'épaissir et continuer à s'épaissir pour avoir des choses vraiment très particulières. Alors je vous parlerai ensuite des classifications des caractères, comment on les range, mais pour l'instant je vous montre des images. On continue à avancer avec des caractères, avec des gros empattements, des patins. Alors dans la typologie des affiches, on trouve à la fois de l'affiche notariale, l'affiche pour vendre, acheter, des fermes, des métairies, etc. On trouve des affiches pour faire des fêtes, on trouve des affiches pour faire de la politique. Et puis des affiches pour faire des inaugurations. Ici, l'inauguration du train en 65 et 67 qui arrive à Brest et à Quimper. Ce sont des affiches qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont colossales. Hein. Elles sont grandes comme un homme. Elles font 1,80 m de hauteur. Et elles sont composées avec un nombre incalculable de caractères. Alors moi, ce que j'aime particulièrement, c'est trouver un caractère et puis trouver le caractère qui était sur l'affiche dans un tiroir, comme ici. Et de me rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout un caractère bois, c'est un caractère en galvano, c'est-à-dire un caractère qui est moulé, puis ensuite recollé sur un caractère bois. Alors les affiches politiques sont particulièrement sympas à lire, mais je ne vais pas vous laisser le temps de les lire en entier, parce que j'ai d'autres choses à vous raconter. Alors elles sont aussi certaines très colorées, vous remarquerez. Mais surtout, ce qui est particulier, c'est qu'on va continuer à utiliser ces caractères en bois dans les années 60. Vous voyez ici une affiche des années 60 à l'Henri-20, un critérium. Dans les années 40, la nuit de la grille, déjà le sens de la punchline. Bal de nuit en 69. En 78, on a toujours des affiches avec des caractères en bois, tout en breton. Et ici, en 95, une affiche avec des caractères bois. Alors vous allez me dire comment tu peux savoir que c'est un caractère bois. Bah, regardez le S, il est à l'envers. Avec un ordinateur, c'est pas facile à faire. Mais avec un caractère bois, on peut facilement se tromper. Donc c'est des caractères qu'on va utiliser jusque dans les années 90
et qui vont complètement disparaître. Mais à néant, elles ont été brûlées, voilà, il en reste très très peu. Et donc voilà, c'est leur histoire. Alors, je voulais faire une petite parenthèse sur les couleurs des affiches, parce que les affiches, elles sont souvent très colorées, et en fait, on ne sait pas pourquoi, et tout ça. Et donc, en fait, ça date d'une loi de la Révolution de 1791, qui stipule que, en fait, les affiches qui sont pour l'État sont blanches, et celles qui sont pour les autres choses sont colorées. Donc, ça explique la coloration des affiches. Alors ça, c'est aussi un sujet qui n'est pas très étudié, c'est la couleur des affiches, le papier, à partir de quel moment on arrive à teinter le papier et à le colorer. Et jusqu'à une certaine période, on peint ou on imprime la couleur sur l'affiche pour qu'elle ne soit pas blanche. Mais après, on va trouver un moyen pour colorer le papier directement. Et puis ensuite, dans les années 50, on va inventer les papiers fluo, notamment. Alors c'est quelque chose qui a complètement disparu, mais c'est quelque chose qui a été complètement intégré à tout notre aspect visuel et à toute l'histoire du graphisme, de la peinture. On le retrouve partout. Ici sur un tableau de Picasso, on voit bien que ça servait à faire les titrages des journaux. Ici une affiche de Malevich pour annoncer sa conférence. Le caractère bois, il va être ultra présent dans tout ce qui est avant-garde au début du XXe, chez les futuristes, chez les constructivistes, dans le surréalisme, avec ici, par exemple, ce tract très connu, ou dans les titrages de magazines comme celui-ci, de Kurt Schwitters. Au Bauhaus aussi, ils vont beaucoup utiliser les caractères en bois pour tout ce qui est titrage, affichage. Et ils vont être intégrés au design graphique pour faire quelque chose de très moderne. C'est-à-dire qu'à la fois, avec ces caractères en bois, on a pu faire des choses dans différentes époques. Ici pour Dada, une affiche de Marcel Duchamp. Ici Pierre Faucheux, qui va beaucoup utiliser les caractères typographiques en bois pour tous les caractères, tous les livres des clubs français et des clubs du libraire de France qu'il va mettre en page. Il va beaucoup utiliser ça pour faire ses débuts de livres, ses pages de titres. Ou ici Massin, qui lui était un grand collectionneur d'affiches aussi et qui là réadapte une affiche du milieu du 19e pour en faire une couverture de livre. Ou un tenant du modernisme suisse, comme Émile Rüder, qui fait des affiches et qui va trouver une façon de faire du design graphique suisse avec des caractères en bois. Et puis je voulais vous montrer quelques éléments qui sont un peu contemporains, comme Kitching, ou encore Stauffacher, qui travaille aussi sur les vieux caractères typographiques, ou Kennedy, qui lui aussi travaille avec ces caractères, qui est un Américain, ou Daffy Kuhn, qui lui les détourne, les déforme, et qui travaille l'affiche de façon contemporaine. Alors l'explication aussi de ces caractères et de pourquoi ils sont là et pourquoi on les a faits, c'est surtout que comme le caractère plomb était un peu petit, et que quand on l'agrandissait, il devenait très lourd, on avait besoin de caractères plus légers pour les mettre sur les machines. Mais on a surtout l'explication aussi parce que les machines sont devenues plus grandes et qu'on est passé de type de machines qui étaient celle-ci à peu près entre 1750 et 1800. Jusqu'en 1800, ce sont les machines courantes qui sont des machines à un coup, c'est-à-dire qu'on replie et on imprime les affiches de cette façon-là, à des machines plus grandes, puisque la première machine de grande taille, c'est celle du Times. Donc la révolution industrielle commençant plutôt
En Angleterre, on va imaginer des machines pour imprimer le journal Le Times beaucoup plus grandes et tout automatique et à vapeur. Et donc ces premières machines arrivent au tout début du 19e. Et donc va se développer tout un tas de machines de ce type-là, de toutes les marques, pour pouvoir imprimer des grandes affiches de grande taille. Et donc, il va falloir des grands caractères et des très grands caractères. Alors, je vous montre les quelques machines, hein, Marioni, Voirin aussi, qui était un grand fabricant, ou Lambert. Alors, les machines sont assez incroyables. Celle que je vous ai montrée en photo, c'est l'imprimerie Auberture en Bretagne. Et puis ça, c'est une photo pour vous montrer un peu à comment ça marche, parce que donc les caractères sont posés sur le marbre, et l'encre vient par-dessus, et la feuille vient passer, et elle est imprimée au moment de son passage. Alors aussi, ce que je fais dans le cadre de cette recherche sur les caractères typographiques en bois, c'est que j'essaye de trouver des documents et des photographies, mais c'est pas très courant, parce que on photographie pas les dépliants à l'entrée d'une salle de spectacle, hein. On photographie les spectacles. Et donc, pareil, les affiches, c'est pas un sujet qui a été tellement documenté ou tellement montré. Donc ici, une vieille gravure où on montre bien qu'on collait un peu partout, et puis jusqu'à très haut, c'est anglais. Ici, une des premières femmes qui est colleuse d'affiches. Alors donc là, le sujet, c'est pas le fait qu'on colle les affiches, c'est que c'est la première femme. C'est pas... Mais on voit bien les affiches, la taille qu'elles font. Et ici, une vieille affiche, une vieille photo, donc elle date de 1909. C'est une photo qui a été prise à Quimper, et où en fait le sujet, c'est les deux bigouden. Et derrière, on voit très bien la taille des affiches qui sont très très grandes et qui fleurissaient partout, qui étaient ultra présentes et qui ont presque toutes disparu. En fait, il y en a très peu dans les collections, on les voit pas, on les trouve dans les archives municipales souvent. Et ici, encore une photo qui date du début du siècle, où on peut voir une petite affiche derrière, qui elle aussi est en breton, vu que les gens parlaient majoritairement breton. Ou ici à Auray, on voit très bien que dans toute la partie basse du bâtiment, elle sert pour l'affichage, à louer, à vendre. Ou ici, à Saint-Brieuc, pour le marché aux cochons. Alors on arrive à trouver quelques petits documents comme ça, qui sont un peu parcellaires, où on a un petit bout. Mais on n'a pas beaucoup d'infos. Et ici, une école d'imprimerie à Prisiac, en Bretagne aussi, où on voit bien les affiches, et puis on voit le type de machine qu'ils utilisent pour imprimer ces affiches. Les enfants sont très jeunes. Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser au caractère bois parce que j'en ai acheté un petit stock, et puis que, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait marqué un nom sur le caractère. Donc du coup, j'ai cherché à savoir ce que c'était. Puis en fait, en gros, j'ai rien trouvé. Puis à force de traîner dans les imprimeries, j'ai trouvé d'autres noms, au Bedeau. Puis il y avait toujours marqué Bressuire, Chaboty, Bressuire, Ploquin, Bressuire. Bon, je me dis Boré, là ça changeait, la Roche-sur-Yon. Mais bon, tout ça c'est un peu dans le même coin. Napoléon Vendée, alors ça c'est un peu la même chose que la Roche-sur-Yon, parce que c'est une ville qui a changé plusieurs fois de nom. Saint-Son, à Argenton. Charpentier à Nantes, au musée de l'imprimerie, je trouve cette marque. Et donc du coup, j'ai commencé à chercher sur Internet, tout ça, mais je trouvais rien, jusqu'au moment où j'ai rencontré quelqu'un qui lui, s'intéressait aussi à la même chose que moi, et qui, lui, était archiviste et a trouvé beaucoup plus d'informations sur les caractères en bois. Et donc moi, j'ai commencé à les tamponner à cette époque-là, et puis à me rendre compte que quand même, c'était des choses technologiques, innovantes. On n'a pas inventé grand-chose avec l'OpenType, qui permet d'avoir différents caractères dans notre casse. Là, on voit très bien qu'ils utilisent des haches de différentes largeurs. Il y en a un qui fait 3,7, l'autre qui fait 2,7, 1 cm de différence pour
de caractères. Ça leur permettait de s'adapter pour avoir des largeurs différentes. Et la seule photo que j'ai trouvée d'une fabrique de caractères bois, c'est Duro à Bressuire. Et on voit bien qu'il y a des femmes et des hommes. On peut observer quelques petits caractères, et puis une machine dans le fond qu'on ne comprend pas trop. Ouais, c'est pas avec ça qu'on va tout comprendre. Voilà. Après, donc voilà, j'ai rencontré Eric Nunes, qui lui est quand même un peu archiviste et qui donc a trouvé beaucoup de documentation et de choses qui permettaient de donner une histoire à toutes ces fonderies. Donc il les a datées. Donc il a un site internet qui est très intéressant et qui date à peu près toutes les fabriques de caractères qui il y a 10 ans étaient complètement inconnues. Toutes, elles n'avaient aucun nom. Et donc on en a listé peut-être une cinquantaine qui sont datées. Donc le caractère en bois, ça ressemble à peu près à ça. Alors ils sont souvent très grands, ils sont un peu taillés à la hache. On se dit, alors ceux-là sont très anciens. Donc on voit qu'ils sont faits complètement à la main. Alors on voit sur l'image que on voit les traces de gouges. Et donc on peut penser que les anciens caractères, les premiers caractères sont faits à la main dans un bois dur. Un fil à plat, c'est-à-dire c'est pas un bois debout comme ce qu'utilisent les graveurs en principe pour faire de la gravure sur bois. Et puis par la suite ils vont inventer des machines pour les fabriquer. Alors, on le voit bien sur ce caractère qui un peu a été oublié d'être fini, qui a été trouvé dans une casse de caractère. Et on voit les deux étapes pour fabriquer le X, où en fait une première partie est faite avec une sorte de fraise, et puis ensuite retaillée à la main. Alors vous avez tous remarqué que je les avais mis à l'envers, mais ça se voit pas trop. Voilà, c'est ce type de machines qui permettent de fabriquer les caractères. Alors la grande particularité aussi du caractère typographique, c'est qu'il a une certaine hauteur, qui est la même hauteur que les caractères de plomb. C'est 23,56. C'est une hauteur qui dit plus grand-chose aux graphistes d'aujourd'hui, mais qui est une hauteur qui, dans un atelier d'imprimerie, était primordiale, puisque c'est la hauteur de papier, c'est-à-dire la hauteur à laquelle tous les objets qui impriment dans l'imprimerie doivent être. Donc il faut que ça soit très précis. Alors c'est aussi pour ça que les caractères ont aussi disparu, c'est qu'ils s'abîmaient très vite, puisqu'ils étaient en bois, qu'ils gonflaient avec l'humidité, que donc ils étaient inutilisables, et que donc on les jetait ou on les brûlait, quoi. Alors un autre élément, c'est le bois. On s'est rendu compte que, alors pendant très longtemps, on a pensé que c'était des arbres fruitiers, des poiriers, notamment parce que à cause de ces photos-là, qui sont des photos des années 50, où on faisait la promotion des caractères bois en bois de pommier ou de poirier. Et en effet, c'est du poirier ou du pommier. Mais dans les caractères plus anciens du milieu du 19e siècle, on utilise un bois qui est très peu connu, qui s'appelle le cormier, qui a la particularité d'être le bois le plus dur qu'on a en Europe, et qui fait un fruit qui s'appelle les cormes, et qui pousse notamment dans le bocage des Deux-Sèvres, à côté de Bressuire. Et donc, ceci explique que les fonderies, les fabricants de caractères, qui sont des graveurs, hein, pas des fondeurs, se sont installés dans cette région-là, qui était une région riche dans ce bois-là, et qui, avec le développement du train, puisque le train arrive dans les années 50-60 dans cette région-là, c'est une des premières lignes qui relie Paris, va permettre un développement de cette économie-là. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de fonderies dans cette région-là de Bressuire.
Alors la taille des caractères, ça va de très grand à plus petit. Pour revenir aux tailles, ça va de 5 cicéros à 150 cicéros parce qu'en fait les imprimeurs ils n'utilisent pas les centimètres et les millimètres, ça vous le savez peut-être. Donc ça fait à peu près 2 cm les plus petits et puis ça va jusqu'à 67 cm. Donc ça c'est pas très facile à caser sur une affiche. Alors pendant très longtemps, j'ai passé mon temps à les mesurer avec un double décimètre et puis je comprenais rien. Jusqu'au moment où on m'a appris que c'était avec un typomètre qu'il fallait mesurer. Et en effet, là, ça tombait juste tout le temps. Donc les caractères, ils ressemblent à peu près à ça. Et ils sont plutôt dans une taille médium habituellement quand on les retrouve. On a rarement des très grands. Les très grands sont très difficiles à conserver puisque si on veut un alphabet complet, il va être contenu dans plusieurs cartons et prendre une place gigantesque. Donc c'est aussi une des explications de leur disparition, c'est que dans les imprimeries, on a toujours besoin de place. Et donc les caractères bois qui ne servent plus, on les a poussés dehors et on a mis une machine pour imprimer à la place. Alors pour composer, on utilise un composteur aussi, comme les caractères plomb, mais qui est un petit peu plus grand. Donc il fait cette taille-là. Il peut faire jusqu'à 1 mètre de longueur. Alors pour faire des approches, du kerning ou du spacing, comme on appelle ça sur ordinateur, on découpe les lettres. On est obligé de les découper pour pouvoir les approcher les unes aux autres. Vous savez que l'espacement entre les lettres va être important. Et donc on trouve beaucoup de caractères qui sont amputés, auxquels il manque un bout. Alors après on comblait avec du plomb ou des morceaux de bois. Et c'est notamment pour tous ces titrages où on a un A et un V l'un à côté de l'autre, un P, un I, un S et un V l'un à côté de l'autre, où c'est assez compliqué d'espacer les lettres. Ça se fait avec ce genre de machines qui sont en point typographique. Alors aussi, ce qui est assez particulier, c'est le design de ces affiches. Pourquoi sont-elles aussi avec autant de caractères, alors que tout le monde nous a toujours expliqué qu'il fallait utiliser le moins de caractères possible pour faire une affiche, enfin, il ne fallait pas en mettre tant que ça. Et là, il y en a vraiment beaucoup, donc c'est assez particulier. Alors c'est assez simple en fait à comprendre, c'est qu'en fait dans une imprimerie, on a des tiroirs avec des grands caractères, puis des moyens, puis des petits, on a un peu toutes les tailles. Et puis que quand on a quelque chose à composer, en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que la largeur de la fiche, c'est 60 cm, et qu'il va falloir faire rentrer la course aux ânes dans cette largeur-là. Et que si ça ne rentre pas, il va falloir changer de caractère. Il n'y a pas moyen de rapetisser. Donc du coup, ils mesurent tout le temps, ils utilisent des typomètres pour calculer, et ils tirent le tiroir, et puis ils prennent celui qui vient tout de suite. Ils ne se disent pas, tiens, est-ce que je préfère celui-là, je vais en télécharger un autre. Non, là, tu as une affiche à faire, il faut que ce soir elle soit finie, et donc tu prends les caractères dans les tiroirs. Et donc on voit très bien que dans une imprimerie, on a à sa disposition tout un tas de caractères et on va les composer le plus rapidement possible. Alors si on n'a pas beaucoup de temps, on va faire celle de droite parce que tout est droit et que c'est assez simple. Alors on va utiliser aussi des petits traits ou des petits trucs pour séparer les blocs de texte. Ça permet un peu de se sauver. Et puis alors si on a plus de temps, on va essayer de tenter des choses. Comme celle de gauche, où on voit que le typographe a essayé de courber son texte là-haut. Alors, je vous laisse imaginer comment est-ce qu'on fait ça avec du plomb et puis des morceaux de bois pour arriver à caler des caractères comme salon du Vauxhall. D'ailleurs, on voit bien qu'il s'est un peu planté sur certains trucs. Mais c'était pas facile. Et puis bon, il n'y a pas Pomme Z.
Donc du coup, en fait, on cherche les spécimens de caractères et donc on fouille dans les bibliothèques en ligne, on cherche dans les librairies, on cherche sur le Bon Coin, on cherche sur eBay, on cherche un peu partout. Des choses qui sont assez introuvables parce que pas tellement référencées, il n'y a pas de liste. Voilà, on trouve par exemple la fonderie Duro dont je vous parlais au début, on n'a trouvé aucun spécimen de caractère. On sait qu'il y en a un aux États-Unis, mais il n'est pas numérisé, donc on ne sait pas comment le récupérer. Alors certains, on les a trouvés. Alors, par exemple, ça c'est une lettre que j'ai trouvée sur eBay. C'est de savoir aussi à quoi servaient les spécimens de caractère. Les spécimens de caractère, c'était des catalogues de vente. Donc les commerciaux faisaient le tour des imprimeries et les déposaient aux imprimeurs pour qu'ils puissent choisir leur caractère typographique. Ils n'avaient pas accès à de grandes possibilités, et donc les fondeurs de caractères, qu'ils soient en plomb ou en caractère bois, les déposaient et venaient vendre leur caractère. Alors ici, un Suisse qui a pourtant une succursale dans les Vosges, Scherer, et qui a un commercial qui fait toute la France et qui passe à Mende vendre ses caractères en 1904. Voilà son catalogue. Alors on les trouve, on commence à en trouver quelques-uns. Alors ici la fonderie Casselon, qui elle était dépositaire des caractères de Hamilton aux États-Unis. Mais les grandes fonderies de caractères comme des Berny-Peignot vendaient aussi leurs caractères typographiques en bois, comme l'Europe, que vous connaissez peut-être, qui est le Futura racheté et transformé en Europe. Alors des fois on les trouve découpés aussi, c'est assez courant. Parce que pour faire les maquettes, on va découper, on n'a pas de photocopieuse dans l'imprimerie, donc on découpe. Et puis certains sont en bon état. Alors, je vous en montre quelques-uns. Celui-ci, c'est pas la couverture le plus intéressant. Et à toutes les époques, on en trouve à la fois, celui-ci est daté de 1924. Alors ça c'est un catalogue un peu particulier parce qu'il y a à la fois les catalogues que les commerciaux font, vendent, enfin donnent aux imprimeurs pour faire la publicité des caractères. Et puis on a aussi la possibilité de trouver des catalogues qui sont les catalogues des imprimeries, c'est-à-dire les catalogues qui étaient mis à disposition des clients des imprimeries pour que les clients choisissent leurs caractères. Donc notamment pour leurs cartes de visite, mais aussi pour leurs affiches, comme celui-ci. Où donc ils pouvaient choisir aussi les encadrements, les fleurons, etc. C'est le début du client roi, quoi, qui choisit. Alors qu'avant, il ne choisit pas. C'était peut-être mieux. Ici, celui-ci est pas mal quand même. Caractère en bois, donc là, il les a fait en bois. Voilà, Ardon. Les Italiens aussi, très présents sur le marché du caractère bois. Celui-ci, très ancien. Ploquin. Donc le problème de ces spécimens de caractère, c'est que, enfin du spécimen de caractère en lui-même, quand on s'intéresse à la forme des caractères typographiques, c'est que on a quelques lettres, mais on les a pas toutes. Puis quand on a affaire à des caractères bois, comme on veut montrer qu'ils sont grands, on n'en met pas beaucoup. Alors des fois, pas grand-chose. Et donc avec ça, vous n'êtes pas rendu, quoi. Vous voulez trouver à quoi ressemble le caractère typographique. À la fin, vous aimez bien le G, mais vous n'êtes pas prêt de trouver le A, quoi. Alors là, il n'y a que le H, et ici que le S. Ça ne nous aide pas trop. Donc, bon, des fois, enfin, on apprend quand même pas mal de choses dans ces spécimens de caractère. Alors celui-là, c'est l'un des plus anciens. Alors, je n'ai plus que 10 minutes pour vous le montrer, alors je vais faire vite. Mais
Celui-là est assez intéressant parce que c'est l'un des premiers spécimens de caractère qu'on a trouvé. Et donc, il montre bien comment ça fonctionnait et comment ça marche et comment on classait les caractères. Et donc, d'abord, comment on les vendait? On vendait des polices de caractères avec 1A, 2A, 3A, 4A, 8 jusqu'à 8A. Et ça, suivant le nombre de A que vous aviez plus ou moins de lettres. Et puis, ils étaient tous faits avec du bon bois et puis bien huilés pendant 24 heures. Et puis, on avait une façon de les ranger qui était complètement différente de celle des classifications de caractères qu'on nous a appris, celle de Vox notamment, qu'on connaisse tous, quand on fait des études de design graphique. Là, on range les caractères avec d'abord un caractère qui s'appelle l'ordinaire. Alors, vous allez me dire à quoi ça ressemble, l'ordinaire. Eh bien, l'ordinaire, c'est ça. C'est un caractère un peu gras, et puis surtout avec des pleins et des déliés très accentués, et qui est je dirais, l'arial de leur époque, quoi. Le caractère qu'on met de base, quoi, le basique. Et on a une deuxième qui est l'égyptienne. L'égyptienne, ça, c'est un caractère qui est assez original, puisqu'il a des gros empattements, même très gros, et puis il est très gras. Alors, ici, de l'égyptienne, toujours. Ça, c'est toujours de l'égyptienne, pourtant ça. Et puis, on a un autre caractère tout simple, qui est l'antique. L'antique, c'est notre linéal, notre caractère bâton, comme dirait le peintre en lettres. C'est ça. Alors, avec quelques petites spécificités, un peu. Et puis, il y a un caractère très, très particulier, qu'on pense tous venir d'origine autre que française, qui est l'italienne, qui est ultra présente dans les catalogues, qui vient toujours en 4e position, et qui est ce caractère qu'on connaît tous comme étant presque américain, quoi. Enfin, il fait référence au Far West, et en effet parce qu'il est de cette même époque. Et puis on a la collection des bas de casse, parce que de temps en temps il faut bien avoir des bas de casse. Et donc on va avoir une collection de bas de casse et de fantaisie. Et là on va retrouver, comme ces lettres que les peintres en lettres utilisent aussi, des caractères avec des formes, des formes qui sont ajoutées, des empattements qui sont complètement originaux. Et puis quelques caractères un peu graphiques qui rappellent les enseignes. Et ils vendent aussi des blocs de bois complètement gravés pour tous les mots, avec les fautes d'espacement en même temps. On y ajoute les filets anglais, qui sont quelque chose un peu d'oublié, mais qui étaient très très utiles sur les affiches. Les coins, qui servaient à faire, comme leur nom l'indique, tous les coins des affiches. Et voilà. Alors je vous en montre un dernier. Non, j'en ai encore plein d'autres, mais ça sera trop long. Celui-ci qui est de Ploquin, qui lui aussi est très ancien. Et je vais vous montrer surtout des caractères un peu originaux et des choses qu'on trouve un peu de façon étonnante dans ces spécimens. Comme les caractères blancs, ces caractères qui sont éclaircis par l'intérieur et auxquels on va rajouter des ombres. Des caractères colorés aussi, alors qui sont eux imprimés en 2 passages. Donc on a une première partie qui fait par exemple le rouge ici et qui ensuite va faire le bleu, ou ici le noir, l'ombre. Donc ces caractères étaient aussi utilisés, j'en ai trouvé dans des imprimeries, mais pas très courants en fait. Parce qu'en fait, la fiche coûtait 2 fois plus cher à fabriquer, donc c'était assez compliqué. On le faisait pour l'inauguration du train, mais on ne le faisait pas pour la petite fête de quartier. Donc c'était des caractères pas très utiles, donc ils n'étaient pas très nombreux dans une imprimerie. Ici en Suisse.
ou ici ce magnifique caractère. Alors ici un spécimen beaucoup plus récent de la fonderie Morel que je vous ai montré tout à l'heure. Alors là, la particularité de cette époque-là, dans les années 50, c'est qu'on essaye d'avoir des caractères très compacts. Et donc là, on va avoir tout un spécimen de caractères où les caractères sont ultra compacts. Pour pouvoir caser le plus de texte sur une affiche, il fallait qu'il soit large, mais très étroit. Puis on va s'intéresser aussi à ce qui est écrit. Pourquoi on écrit les choses. Et les spécimens de caractères sont très amusants pour voir qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qu'on peut y lire et pourquoi, quoi. Quels sont les centres d'intérêt des typographes qui font les spécimens de caractères. Là, c'est assez clair. Alors, c'est un peu de la poésie, un spécimen de caractères. Il y a des choses assez étonnantes. Je vous en passe quelques-unes pour les amateurs, parce que je suis arrivé presque au bout de mon affaire. Alors là, il ne reste presque plus rien de la lettre. L'anticapan arrondi, qui est quand même l'ancêtre de tous ces caractères arrondis qu'on a trouvés dans les années 70, hein, qui ont été très utilisés. Hein. Volkswagen faisait sa publicité avec ça, mais les hippies aussi. Et on voit bien que c'était un caractère très utilisé. Ou ceux-ci, hein, qui sont complètement assimilés au football américain, au baseball, à tout ça, et qui sont pourtant des caractères des années 1850, 60. Ou ceux-ci qui sont complètement collés à l'histoire du cirque. L'ordinaire est traité un peu de toutes les façons. Alors vous voyez comment on fabrique une ordinaire. Hein, on prend un haut et puis on tire sur les bords. Hein. C'est même pas la forme d'un haut. Hein. Alors, et puis ils les tordent dans tous les sens. Parce que comme ils utilisent des pantographes pour les graver, du coup avec un pantographe, quand on le règle d'une certaine façon, ça permet de dessiner une lettre qui est penchée dans tous les sens. Et donc ils vont inventer aussi un truc qui va être l'inversé, quoi, l'incliné. Incliné à gauche, incliné à droite. Ouais. Ah ouais, il faut que j'arrête. Hein. Ouais. Ok. Bon, voilà. Bon, j'en aurais bien d'autres, mais... Alors, Stéphane est à Carhaix, pour ceux qui veulent ouais, voilà, pour y ceux aller. qui voudraient en voir plus. Est-ce qu'il y a des questions pour Stéphane Hervé avant d'empiler des chaises et d'en faire une composition typographique avec? Après, je suis disponible pour les questions. Bonjour. Ouais. Bonjour. Qu'est-ce que ce travail de recherche a comme conséquence sur votre travail de graphiste? Alors, comme conséquence, celle que je finis par collecter tout un tas de caractères, les empiler, en faire une sorte de collectage, qu'ensuite je les numérise et que j'en fais de nouveaux caractères qui me servent à faire des affiches, des documents, enfin, voilà, des logos, des choses comme ça. Mais ça, c'est encore une autre partie du travail qui est celle de collectage et qui pourrait être montrée d'image, mais qui montre que, en fait, toute cette créativité qu'il y a dans ces caractères-là, elle peut être exploitée, puis surtout, comme elle a été oubliée, elle mériterait d'être disponible, c'est-à-dire d'une matière, parce que quelques caractères typographiques qui proviennent de caractères bois ont été numérisés, mais pas beaucoup, en fait. Tout comme pour le plomb, beaucoup d'oublis ont été faits, puisque en fait, à la période à laquelle on a commencé la numérisation, c'est-à-dire la fin des années 90, début des années 2000, on a commencé à numériser tout un tas de choses. On numérise d'abord les choses qui vont être rentables, qu'on va pouvoir revendre,
puis on va numériser surtout ce qu'on a besoin tout de suite, c'est-à-dire pour écrire du texte. Et puis dans une période où des caractères sont plus du tout à la mode, comme par exemple je parlais de l'italienne qui était complètement datée, en fait on ne va pas numériser toutes les sortes d'italiennes. Quand on en a fait 4 et qu'on en a 4 à vendre, ça suffit pour une grosse fonderie. Et donc tout un tas de caractères vont disparaître et puis plus être utilisables. Donc moi j'essaye de trouver des caractères complets. Donc des fois il manque une lettre ou 2 lettres. Je les scanne et puis je les numérise. Et puis, enfin je les imprime d'abord, je les scanne, je les numérise. Puis après je les dessine sur glyphe pour pouvoir les utiliser. Bonjour, merci. Il faut que je me lève. Ok. Le monsieur ici a déjà un peu posé la question. J'allais poser la question de quelle suite justement à ce travail de collecte, d'impression et de numérisation, et peut-être à la remise au goût du jour de ces caractères sur différents supports justement aujourd'hui. Peut-être une nouvelle esthétique à développer, mais enfin, c'est plus en fait, c'est même pas une question en fait, c'est une observation, je dirais. Ouais, mais c'est vrai. C'est à la fois une esthétique complètement différente de celle qu'on a l'habitude de voir de l'affiche, puisque c'est des affiches qui sont que textuelles, où en fait la lettre est toute seule présente, où il y a très peu d'images. Et c'est la technique en fait qui expliquait ça, parce que en fait si cette technique elle est tombée en désuétude, qui est celle de la typographie, c'est parce qu'elle a été supplantée par une civilisation de l'image, et que en fait avec la lithographie et avec aujourd'hui ce qu'on connaît de l'image, peu de chances que ce type de design redevienne quelque chose de nouveau ou d'original. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de séduisant dans cette époque. Je crois que vous allez pouvoir empiler les chaises. Ouais. Il n'y a pas d'autres questions avant l'empilage de chaises? Non, c'est bon, bravo, merci.